80%, les gens préfèrent avoir une réponse négative, voire désagréable, qu'une non-réponse. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, Patrick Soulaï est là. Hola Patrick. Hola Philippe, comment ça va ? Ça va bien, expert en process communication. Mes amitiés à Madame Soulaï, votre mère. Merci. C'est traditionnel pour commencer cette émission. Et notre invité aujourd'hui, c'est Malène Ridal. Bienvenue. Merci. Vous êtes conférencière, exécutive, coach, spécialiste dans le bien-être sous toutes ses formes, auteur d'un best-seller mondial, heureux comme un Danois, et votre nouveau livre s'appelle « Je te réponds, moi non plus ». Et dans cette émission, vous saurez comment Xavier Niel répond à tous ces messages en moins de 7 minutes. Absolument. En tout cas, ça a été le cas pour moi, oui. Vous l'avez su, vous ? C'est pas lui qui vous l'a dit. Hein. Vous avez rencontré un de ses proches. Il a été cité à plusieurs reprises, pas seulement par une personne, mais par plusieurs personnes, comme étant une des personnes qui répond le mieux et à vraiment quasiment tous ces messages. Donc évidemment, j'ai été tentée de faire l'expérience et donc lui écrire un message. Et effectivement, il a répondu au bout de, je crois, 12 minutes. Ouais. Et vous vous êtes demandé comment quelqu'un d'aussi occupé qui reçoit autant de messages peut le faire. Il est censé recevoir entre 500 et 1000 messages par jour. Bon, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas l'imaginer. Et donc, je voulais effectivement qu'il me réponde là-dessus. Il m'a fait une réponse assez rapide en disant que mon secret, c'est que je prends justement pas de rendez-vous, et avec un petit sourire. Donc, il a répondu. Donc, au fond, j'ai eu ma réponse qui était un non pour répondre à mes questions ou me rencontrer. Mais il a répondu. Ouais. Et ça, c'est toute l'astuce de pouvoir dire non et rester empathique finalement. Là, c'était le cas. Oui, et puis je veux dire, quand on sollicite des gens qu'on ne connaît pas, on peut pas. C'est prétentieux d'imaginer que tout le monde doit nous donner de leur temps. Donc, quand quelqu'un répond, c'est déjà un geste, je trouve, assez bienveillant, même quand ils disent non. Et d'ailleurs, si on rentre, on va peut-être rentrer plus tard mais les gens préfèrent largement, à 80%, avoir une réponse négative, voire désagréable, qu'une non-réponse. Et d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre que plus on est important et plus on peut faire des réponses désagréables, en fait. Enfin, en tout cas, les gens n'hésitent pas à le faire. En tout cas, si on estime que le non est désagréable, on va avoir des choses désagréables toute la vie. Mais au fond, le non et le non court, c'est-à-dire le non merci ou le non tout court, not interested, ça m'intéresse pas, on peut dire que c'est désagréable, etc. Mais c'est clair. Et puis, on peut passer à autre chose. Et donc, on a un peu peur du non parce qu'on a été élevé quelque part à dire oui. C'est plus poli, c'est plus agréable. Et donc, quand je rentre dans cette... qui est une des raisons de la non-réponse, c'est de ne pas vouloir dire non. C'est pas la grande raison. Est-ce que la non-réponse, ça veut dire non ? Au début, quand j'ai commencé à enquêter sur le livre, j'avais quand même des réactions des gens qui disaient il n'y a pas de sujet, la non-réponse c'est un non. Mais c'est pour ça que le livre est intéressant, ou en tout cas nuancé, parce que c'est pas si clair que ça. Et il y a seulement une dizaine de pourcents de gens qui disent je réponds pas parce que je n'aime pas dire non. Il y a toute une palette de raisons avant le fait de pas vouloir dire non. J'ai oublié, j'ai pas le temps. La grande explication de la non-réponse, alors moi je le mets dans 3 catégories. Je mets professionnel, amis, famille, et puis le romantique, parce que c'est particulier, on est particulièrement stressé par rapport à ça, ou sensible. Mais la grande raison dans les 3 catégories, c'est ce que j'appelle la charge mentale, c'est-à-dire j'ai trop de mails, pas assez de temps et j'ai oublié. C'est-à-dire les uns suivent les autres. Souvent, ça termine par j'ai oublié parce que on répond pas au moment. Et en fait, la charge mentale, c'est 50% de raison. C'est-à-dire qu'une non-réponse sur 2, c'est vraiment la charge mentale. Donc, rien à voir avec une raison personnelle, qu'on n'aime pas la personne ou les gens se disent quand même se sentir humiliés, rejetés, pas respectés, pas considérés face à une non-réponse. La grande majorité. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est pour tout le monde, d'ailleurs, une non-réponse ? Alors, une non-réponse, c'est de ne pas répondre à un message qui a été envoyé. Là où ça devient plus difficile, c'est qu'à partir de quand ?
Parce qu'aujourd'hui... À partir de quel moment on estime que... Ouais. Parce que le temps a été serré par rapport à ça. Les non-réponses ont toujours existé. C'est-à-dire que dans le temps, il y avait sûrement un pigeon voyageur où il n'y a pas eu de réponse en retour. Bon, enfin, c'est pas parce que Pour on vous, est en 2020. le pigeon voyageur, c'est l'ancêtre de l'email. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est à partir de là que ça commençait à aller vite. Oui, aller vite. Oui, c'est là où ça a pris de la... Il faut expliquer ça. Oui, ouais. bien sûr, oui. Parce qu'avant, ça allait pas. Il y avait les chevaux peut-être, mais ça allait moins loin. Les chevaux, ça allait quand même tout lentement. Donc, le pigeon voyageur a mis de la rapidité dans la communication à l'époque. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les messages ont été multipliés, les sources ont été multipliées, les plateformes, et la patience a diminué. Donc, à partir de seulement 3 heures, les gens considèrent pour un message instantané, donc les SMS, les WhatsApp, les Messenger, que c'est une non-réponse. Et donc, ça veut dire que ce sentiment de rejet ou de ne pas être considéré ou pas respecté intervient quand même souvent et rapidement. Parce que si une non-réponse, on laisse les gens quelques jours en disant ils ont quand même autre chose à faire, et qu'au bout de 3-4 jours, on se dit ils n'ont pas répondu. Une non-réponse, c'est tout simplement que les gens ils n'ont pas répondu. Mais si ce sentiment intervient au bout de 3 heures, c'est sûr qu'on a un problème relationnel, parce que ça va se produire tout le temps, ou en tout cas souvent. Ça, c'est pour celui qui attend la réponse, finalement. Qui attend la réponse. C'est de prendre un peu de recul et d'avoir un tout petit peu de distance par rapport à une non-réponse où tout de suite on s'est dit on ne m'a pas considéré, on ne m'aime pas. C'est un sentiment de désamour et de rejet quand on n'a pas de réponse. Il ne me respecte pas. Voilà, je suis pas respecté. Ouais. Alors, c'est un bon sujet, mais il faut expliquer comment ça vous est venu, ce sujet, parce que vous avez quand même une vie. Oui, alors ça m'est venu. Alors j'ai toujours eu, sans l'avoir particulièrement défini, dans mes fonctions à l'époque où je travaillais dans le monde corporate, dans l'hôtellerie, et avec mon équipe, j'avais une politique de réponse. Je dis, on répond à tout. Donc l'étudiant qui crie pour une question, on répond vraiment à tout le monde, et on répond idéalement avec un sourire. C'est-à-dire que j'ai envie que la communication qui émane de notre bureau est positive, et on répond aux gens pour qu'ils puissent avoir un non et aller vers autre chose. C'était une stratégie finalement. C'était une philosophie, une manière d'être et avoir une relation avec l'autre. Et comme je sais à quel point, et à l'époque c'était pas défini parce que j'avais pas encore réfléchi à ce livre-là, mais avoir une réponse pour quelqu'un qui jeûne, qui pose une question, qui postule, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ah oui, mais là, c'est différent. Là, on parle de la recherche d'emploi. Et ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais ça a de la valeur. Mais même quelqu'un qui me demande un conseil en disant que comment vous êtes rentré dans l'hôtellerie, le fait que je réponds, même si je réponds, je ne peux pas vous répondre, c'est considérer la personne. Donc, j'ai toujours eu cet état d'esprit par rapport à la réponse. À l'époque, quand j'ai quitté mes fonctions dans l'hôtellerie, les gens me disaient « Ah là là, vous allez voir, maintenant que vous n'allez plus avoir un poste et du pouvoir, etc., personne ne va vous répondre. » Et je trouvais ça absurde, insensé de dire « Personne ne va vous répondre. » Et je dis « Mais c'est complètement absurde. » Et donc, du coup, j'ai un peu observé. Et effectivement, les gens me répondaient, en tout cas ceux à qui j'avais envie d'écrire me répondaient naturellement. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Sauf une personne. Et là, j'ai vraiment observé ce sujet où j'ai écrit, et c'est une personne qui m'avait invité chez elle, à la campagne, etc. Elle était allée très loin dans le relationnel. Et là, j'ai eu une série de non-réponses que j'ai, au fond, jamais vraiment expliquées, mais où elle répondait pas. Et je me dis, ah là, c'est curieux, elle a dû oublier. Donc, j'ai renvoyé un message en disant que, c'est bizarre, peut-être elle est malade. Et donc, on commence à déclencher l'imaginaire en disant que peut-être il y a quelque chose, elle a perdu son job, je me renseigne. Et puis, finalement, elle n'a pas du tout perdu son job, elle va très bien, ce que disent les autres. Et là, je me dis, mais enfin, c'est quand même... J'envoie un dernier message, et là commence mon jugement de l'autre. Vous avez fait des films, en fait. J'ai fait des films, et après, comme la personne nous a fait du mal, ça déclenche un jugement sur les gens qui ne répondent pas. C'est pour ça que la réputation de ceux qui ne répondent pas est très en danger, on va dire, parce que les gens les estiment arrogants, prétentieux, mal élevés et mal organisés. Et donc, si on est dirigeant ou si on a même en tant que personne dans sa vie privée, il y a un jugement assez sévère. Moi, des fois, ça me gonfle de répondre. Oui, la réponse, c'est que ça me gonfle.
Parce qu'il y a énormément de messages aujourd'hui et vous commencez votre journée avec vos mails. Alors, le pire, c'est WhatsApp, parce qu'en fait, WhatsApp, on peut voir, et ce que vous expliquez, qu'on a vu votre message, mais qu'on n'y a pas répondu. Ça, c'est le summum. Oui, et puis ça, alors le fait de voir le moment où la personne a lu et que à partir de là, comment le compteur est mis en route, et en disant que ok, et ça a aussi déclenché un autre phénomène qui est la surveillance mutuelle sur les médias sociaux. Non mais attendez. C'est-à-dire que vous me répondez pas, je vais aller voir sur tous vos médias sociaux est-ce qu'il a posté une photo sur Instagram. Exactement. Et donc du coup renforcer l'idée que vraiment ils me considèrent pas parce qu'ils font plein d'autres choses. Bon, alors finalement cette personne qui vous répondait pas, un jour elle finit par vous contacter. Oui. Et vous vous rendez compte que finalement elle vous aime bien, que tous les films que vous vous êtes faits n'ont pas lieu d'être, et ça vous amène à faire une enquête, parce que vous avez voulu mesurer finalement ce qui se passait autour de cette thématique de la non-réponse. Je pense qu'à partir du moment où il y a un sujet, je trouve qu'il faut essayer de le recentrer un peu et de le mesurer. Donc j'ai fait une étude avec le cabinet Occurrence à travers du monde dans 6 pays, donc avec 3000 personnes, en France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud et le Danemark, dans mon pays d'origine. Et du coup, on a voulu comprendre déjà quel effet est-ce que réellement il y a un effet de la non-réponse. Et donc, à peu près 2 personnes sur 3 se disent donc soit blessés, humiliés, pas considérés, pas aimés face à la non-réponse. Et ceux à travers du monde, ceux qui sont les plus sensibles, c'est les Coréens du Sud. Mais globalement, on a 2 personnes sur 3. Après... dans les vraies raisons que je voulais comprendre, c'est-à-dire que les gens se sentent rejetés, mais quelles sont les vraies raisons? Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on voit qu'il y a la charge mentale qui est la grande raison, et après, ça va aller à je me sens pas bien moi-même, j'ai une grippe, ou je suis un peu déprimée, ou je me sens pas bien. Donc, je ne réponds pas parce que je ne me sens pas bien, pas parce que je ne l'aime pas l'autre. Je ne sais pas quoi répondre. Et ça, c'est une grande raison qui est évoquée. C'est, je envoie le message, on me dit, je sais pas quoi répondre. Donc, c'est pas la personne, mais c'est le sujet. C'est-à-dire, c'est la confusion entre l'objet et la relation. C'est-à-dire que l'objet, c'est l'objet du mail, et la relation, c'est la personne. Mais on peut pas répondre. Je ne sais pas quoi te répondre. Si, on devrait. On devrait. On devrait, parce que quelque part, l'imaginaire, en fait, les gens, la non-réponse fait appel à toutes nos insécurités et tous les dangers. Et donc, ce qu'on va imaginer face à une non-réponse, c'est 1000 fois pire que je ne sais pas quoi répondre. C'est-à-dire, la réponse, je ne sais pas quoi répondre, c'est pas blessant, c'est une réflexion et on le connaît, tout le monde va connecter avec ça. Mais la non-réponse fait... vraiment réveille on va faire le film de tous les points de contact qu'on a bien avec la personne, et d'ailleurs on va se dire mais c'est aussi parce que j'ai grossi et que j'ai vieilli et que je fais un mauvais gâteau à la banane, et donc tous ces insécurités. Banane, ça peut être dangereux. Non, mais j'ai des gens que j'ai interviewés qui ont évoqué des raisons mais totalement absurdes en disant que mais je pense qu'elle m'a pas répondu parce qu'un jour on a mis la même robe. Et c'est ce qui est évidemment totalement absurde face à une non-réponse, et donc ça fait plus de mal ce qu'on imagine, parce que ça réveille totalement autre chose, une espèce d'insécurité, et donc il vaut mieux en fait dire non, ou je sais pas quoi répondre. Et alors, ce qui est important de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est de dire que finalement ne pas répondre, c'est un droit. Bien sûr. Il n'y a pas de jugement, vous avez le droit de ne pas répondre. Oui. Et bien sûr. Vous êtes libre de ne pas répondre si vous le voulez. Absolument. Et vous pouvez vous déconnecter. L'idée de dire il faut me répondre au bout de 3 heures parce que quelqu'un a un système un peu nerveux de la réponse un peu rapide. 3 heures, c'est déjà une vie. Je veux dire, aujourd'hui. Personne ne peut l'imposer à personne. Et on a le droit de se déconnecter, on a le droit de ne pas répondre. Moi, ce que j'explique, c'est que j'expose quelles sont les conséquences de ces comportements-là et qu'est-ce que ça crée comme malentendu, comme incompréhension et comme souffrance et conflit. Après, si on a envie d'avoir des bonnes relations apaisées et qu'on n'a pas envie de répondre, il faut le dire, ce que j'appelle le système des réponses. Quand on a un système de réponse où on répond très peu, il faut être très généreux dans la communication de ce système. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans Allez-y. Il faut être très généreux. Expliquez-nous le concept. Le concept, c'est de se dire, quel est mon système de réponse? Donc, quand vous dites... le matin, quand je reçois tous ces messages, j'ai pas envie de répondre, etc. Donc, au fond, je réponds uniquement aux messages qui me
qui me semble urgent, et d'ailleurs je réponds uniquement sur mes mails. Si les gens me contactent par SMS, j'aime pas. C'est-à-dire que la prochaine fois que nous allons être en contact, je vais prendre en compte ça. Et donc si j'envoie un message sur un sujet qui concerne pas votre émission, qui est un peu, je vais pas m'étonner que si vous répondez pas parce que vous m'avez prévenu en disant que je réponds vraiment uniquement sur le sujet de mon émission. Donc plus on est clair, plus on évite des malentendus. J'ai pas eu ce que je voulais, mais je vais pas me dire oh là là, on m'aime pas, on me rejette. Il a détesté mon nouveau livre, c'est pour ça qu'il me répond pas en fait. Mais c'est et puis en passant, c'est pas seulement pour les autres, c'est que quand on est clair par rapport à son système de réponse, on n'a pas la culpabilité non plus de dire j'aurais dû. Et ça, c'est important. Bon, en tout cas, j'ai aimé votre livre. Je te réponds moi non plus chez Flammarion. Vous n'aimez pas, Malène Ridal, qu'on déplace le H de votre nom. Alors, je ne sais pas si vous répondez aux gens qui orthographient mal votre nom, mais ça, vous n'aimez pas. Le H qui se balade. Non, parce qu'à la fin, j'explique qu'il y a des choses que ou des blocages où les gens y répondent pas pour une raison ou une autre, un mail trop long ou quand il y a des fautes d'orthographe. Je m'en souviens, j'avais des étudiants qui travaillaient avec moi des Sciences Po, et dès qu'il y avait quelqu'un qui m'écrivait qui avait fait des fautes d'orthographe, ils disaient mais on va même pas répondre. Je dis mais comment ça on va même pas répondre? Il y a 4 fautes d'orthographe, etc. Et je dis oui, mais tout le monde n'a pas fait Sciences Po, et en plus on peut être étranger et faire des fautes d'orthographe comme moi. Et ça, il y avait un blocage par rapport à ça. Et donc j'explique effectivement, je trouve que le nom d'une personne, que ce soit le prénom, le nom de famille, c'est quelque chose qui se vérifie si on écrit, si on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, on parle d'un sujet inédit mais qui nous concerne tous, celui de la non-réponse. Mon invité s'appelle Malène Ridal. Vous publiez Heureux comme... non, c'était celui d'avant. Je te réponds, moi non plus, aux éditions Flammarion. Et Patrick Soulaille est avec nous. Et quand je dis que ça nous concerne tous, même par exemple les hautes personnalités sont concernées par les non-réponses. Oui, parce que dans notre imaginaire, dans l'attente d'une réponse, on a tendance à penser que ça nous concerne seulement nous, c'est-à-dire qu'on est victime de ce ou objet de cette non-réponse, et évidemment il n'y a que à nous qu'on ne répond pas. Et donc j'ai voulu juste montrer que en fait tout le monde est sujet à la non-réponse. Donc je raconte effectivement une anecdote dans le livre où je consulte quelqu'un, où je pose des questions à quelqu'un qui regarde du coup son téléphone, et en fait il découvre, moi je découvre dans son téléphone une non-réponse au président de la République. Donc le président de la République lui a posé la question: que pensez-vous de la situation, donc une situation en France, et il n'a pas répondu. Et donc je dis que si le président de la République est obligé d'une non-réponse, on peut quand même dire que ça concerne tout le monde. Oui. Est-ce qu'il en souffre? J'en sais rien, mais en tout cas, il est... C'était quel président de la République? Macron. Ah, Macron, le dernier en plus. Ah, tiens. On va chercher, parce qu'il y a des indices, mais je ne sais pas si on arrive à trouver. Alors, moi, j'ai appris un mot en lisant votre livre, c'est ce qu'on appelle le ghosting. Qu'est-ce que le ghosting? Alors le ghosting, c'est un phénomène qui a commencé d'abord aux États-Unis, et qui a commencé d'abord sur les applications de rencontres, où effectivement, comme le contact ou les dialogues ou la relation est devenu une espèce de consommation à volonté, les gens vont rentrer dans des conversations, ils vont dialoguer, et en fait, la personne va disparaître sans prévenir. C'est-à-dire qu'on peut être en train d'échanger et la personne disparaît. Comme ghosting, c'est fantôme. Et la particularité par rapport à une non-réponse classique, c'est que le ghosting nécessite qu'il y ait eu un dialogue et un contact au préalable. Donc, c'est plus violent, parce qu'une non-réponse à quelqu'un qui ne nous connaît pas, bon, ok. Mais quand on est déjà dans une relation, le ghosting, c'est vraiment totalement disparaître. Il n'y a plus jamais et on peut dire se faire ghoster, c'est ça? Oui, se faire ghoster, oui. C'est assez... Tu n'as jamais fait ghoster, Philippe? Je sais. Non, mais maintenant, ghoster. Je m'en rappelle pas, mais c'est certainement si, à mon avis, Patrick. Et il y a aussi le spamming aussi. Le spamming. Vous avez rencontré, vous, un serial spammer?
Qui envoie des mails en masse. Ouais, et qui lui a des techniques pour qu'on lui réponde aussi. Ça, c'est intéressant parce que on se demande toujours qu'est-ce qui va, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des milliers de mails par jour, mais qu'est-ce qui va faire que l'œil va s'arrêter sur un mail particulièrement? Et il y a plein de techniques de spamming pour. Techniques, mais c'est aussi, le premier mot qui est important, et c'est l'empathie. C'est-à-dire essayer de se mettre à la place de la personne qui va recevoir le message. Et après, dans l'envoi en masse de propositions commerciales, c'est d'être clair, d'être court, et puis surtout avoir un objet qui est clair, avoir un minimum de personnalisation, parce que les gens, le faux familier, où c'est pas personnalisé ou un peu personnalisé, mais c'est faussement, les gens, ils ont horreur de ça. L'envoi de masse, là. Oui, et puis quand je dis dans le livre, il y a une règle d'or, c'est on doit aux gens le temps qu'ils y sont mis. C'est-à-dire que quelque part... On appelle ça la symétrie des attentions. Bah oui, ça, je pense que c'est assez vrai. C'est que quand on voit qu'il y a une attention derrière, on va quand même prêter un peu plus d'attention. Pas systématiquement, mais c'est en règle générale, ça aide. Ça aide aussi quand c'est clair, quand c'est court, et qu'on voit précisément qu'on a été contacté quand même parce qu'on a été mis dans un groupe. C'est ce qu'il dit, l'Indien, c'est que il fait comprendre aux gens. Il peut pas faire comprendre, c'est que vous, mais il peut faire comprendre. On a fait une sélection et vous faites partie de ces gens-là parce que ce que vous faites, etc. Donc on nous singularise un peu quand même dans la démarche. Donc il y a comme ça, mais de manière générale et de manière plus simple, quand vous envoyez un message, posez-vous la question de la personne. Quels sont le nombre de messages supposés reçus par la personne? Quels sont les moments où ça peut être le plus propice d'envoyer le message? Est-ce qu'on envoie un message le soir, le week-end, les jours fériés, avant les vacances, après les vacances? Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et puis aussi, quelle est la nature de la relation avec la personne au départ? Est-ce que c'est formel, informel? On les connaît bien, on les connaît presque pas. Donc, il faut à un moment donné pouvoir, avec un tout petit peu de recul et de réalisme, estimer la probabilité d'une réponse et dans quel délai. Pour ne pas déclencher tout un imaginaire sur même pas je suis pas assez bien, parce que ça c'est mauvais évidemment pour notre bien-être, et le sujet central pour moi c'est comment créer des belles relations entre les gens, comment améliorer le bien-être à travers justement de l'entente avec l'autre, la compréhension de soi et de l'autre. Plus on est joignable, moins on répond, c'est mathématique. Parce qu'on est quand même de plus en plus joignable sur des canaux qui sont multiples. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça que la non-réponse. Vous prenez l'exemple, par exemple, de LinkedIn. C'est qu'on est joignable à tout moment à tout le monde, et donc c'est pas ça que quand je vous dis que on a le droit de ne pas répondre, c'est que les gens ne peuvent pas légitimement s'attendre à que tout le monde répond à tout. C'est pas parce que quelqu'un a eu l'idée de me contacter sur LinkedIn que je dois me mettre à disposition de cette personne, parce que toute la journée on peut travailler sur l'agenda de quelqu'un d'autre et finalement à la fin de la journée elle va faire rien du tout pour nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que quand je vous parle du système de réponse, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé comment vous répondez, vous avez un système, dans ce cas-là, c'est clair, quand on voit un message auquel moi, quand je considère que c'est un flyer, comme on nous mettait dans la boîte à lettres, ou quand on nous met, on va pas écrire au restaurant pizza en disant que merci beaucoup de m'avoir proposé une pizza, c'est vraiment très gentil, mais je pense que je n'en prendrai pas tout de suite. C'est absurde. Donc c'est un peu pareil sur LinkedIn, quand les gens nous proposent des choses auxquelles c'est pas ciblé, c'est pas... Donc ça peut effectivement être une prise de position en disant que je ne réponds pas à ça. Le problème de ça, c'est que quand on ne répond pas, ces propositions commerciales ont souvent des systèmes mécaniques de relance. Et donc, au lieu de dire non merci, court, ça peut être désagréable, mais en tout cas c'est clair, mais non merci, ça, il faut s'attendre à 1, 2, 3 relances. Et donc, du coup, si on dit non tout de suite, on évite les 3 mails ou 3 messages plus tard. Donc, il y a quand même des astuces pour gérer ça. Moi, sauf si j'oublie, il y a des exceptions. Donc, il y a peut-être des gens, des auditeurs qui vont dire, moi, je lui ai écrit, elle n'a pas répondu. Mais bon, en règle générale, j'essaye vraiment... Il y en a toujours, vous savez. C'est pour ça que je mets un petit peu... en règle générale, je dis non. Alors, de temps en temps, mais rarement... Les gens se vexent. Et mon principal témoin là-dedans, Jean de la Roche-Pochard, qui reçoit 300 mails ou 300 messages par jour. Il faut expliquer qui c'est, parce que c'est... C'est un des principaux collaborateurs de Xavier Niel, justement, donc, qui est
le patron de son fonds d'investissement pour les entrepreneurs, etc. Donc, il est forcément contacté avec des projets, etc. Il a accepté de vous recevoir quand même. Il a accepté de me recevoir. Vous l'avez contacté par quoi? Par quel canal? Par SMS. Alors, j'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir son 06, son 06, comme on dit. Et puis, j'ai écrit un message court pour dire ce que je voulais et est-ce qu'il était disponible. Et il a répondu, alors, très rapidement, OK, il m'a donné une date, 1 heure. Et là, il vous explique sa stratégie à lui, la stratégie des 45 minutes. De 45 minutes, absolument, il a plusieurs astuces. Il dit, je prends jamais des rendez-vous qui durent plus de 45 minutes parce que le quart d'heure que j'économise, je l'utilise justement pour répondre à des messages, etc. Et il a 3 catégories. Il a des messages où tout de suite c'est non, donc il répond tout de suite. Il dit non, et donc il s'en débarrasse. Et lui, il part du principe qu'il a le droit de dire non parce qu'il a une position qui lui permet de le faire. C'est quand même intéressant. C'est presque un principe de respect. C'est-à-dire que ça permet aux gens d'aller vers autre chose. Et de pas être dans l'attente de peut-être ils vont le oui mais, c'est-à-dire que où on attend, mais en fait c'est un non. Et donc du coup non, ça nous intéresse pas. Ok, ça a pas marché. On va pas avoir l'argent du fonds de Xavier Niel. Donc il faut trouver autre chose. Et ça c'est, il est très, et moi je le rejoins totalement là-dessus. Et il dit, dites la vérité. Si c'est non, c'est non. Et donc c'est. Et on relance ou pas? Parce que il y a la question de la relance qui se fait. Quand on est face à une réponse. En plus, c'est un truc dont je parle souvent avec Patrick. Moi, j'ai dit c'est à partir du moment où on me dit non que ça m'intéresse. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que si on vous disait oui tout de suite, ça serait pas intéressant. C'est malheureux quand même, mais bon, mais c'est le monde est ainsi fait, hein. Mais c'est pas une bonne stratégie. Et je peux vous assurer que ça finit par marcher, à 90% du temps. Quand vous relancez. Ouais. Ça veut dire que la relance, il faut pas du tout avoir peur de relancer, parce que très souvent, comme 50% des raisons de la non-réponse, c'est la charge mentale. Donc en fait, on rend souvent service aux gens quand on relance. Il faut juste faire attention au ton. Si on est super énervé au bout de 3 heures, il faut pas être lourd. Non, il faut pas être lourd. Et puis il faut rester respectueux du temps de l'autre. Et puis si au bout de 3 heures ou au bout de 10 minutes, on est énervé, on dit ouais, il y a ma réponse, ou on envoie plein de points d'interrogation. Bon, enfin, c'est quand même un peu agressif. Et puis il faut quand même aussi estimer que les gens, ils ont autre chose à faire. Ils peuvent être totalement bloqués dans un sens ou un autre. Mais le relance bienveillant ou poli est tout à fait adapté. Et 1 ou 2, bon, après, je dis, au bout d'un moment, quand on a relancé 1 ou 2 fois, je parle du stoïsme, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas forcer les gens à répondre, etc. Il faut passer à autre chose. Donc ça, c'est les noms de Jean. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme catégorie? Jean, qu'est-ce qu'il a d'autre comme catégorie? Il a les messages. Moi, je l'appelle Jean parce qu'il a un nom à rallonge. Oui. Je le connais pas plus que ça. Hein. Il a des messages qui demandent une réponse plus réfléchie. Et donc là, il le met dans une boîte où 2 fois par semaine, c'est le 0 inbox. Il va répondre à ces messages-là. Qui demande plus de réflexion. Donc le mercredi, le dimanche, il vide totalement. Donc en fait, ce qu'il dit essentiellement, faut pas que ça s'accumule. Voilà, c'est ça. Il faut jamais que ça s'accumule, parce qu'on peut pas le rattraper après. Et il a quand même des réponses standards pour dire non, pour dire envoyer plus d'informations. Donc en fait, il va assez rapidement. Et puis il a une dernière catégorie où ça demande vraiment de recherche, etc. Donc où il les met dans une 3e catégorie où vraiment il va aller réfléchir, il va prendre un peu plus de temps, etc. Vous qui voyagez avec le président de la République quand il va au Danemark, est-ce que vous êtes intéressé de savoir comment un ministre, un président de la République gérait ses non-réponses? Ou est-ce qu'il est obligé de répondre à tout? Là, pour le coup, il y a beaucoup de messages aussi, hein. Oui, dans les ministères, ils sont des politiques de répondre à tout. Alors ça peut prendre un peu de temps. C'est un engagement. C'est un engagement parce qu'ils travaillent quand même un peu pour le contribuable. Pour le contribuable. Donc il y a une réponse, je crois, quasiment systématique quand on s'adresse au ministère. En tout cas, moi, les peu de fois où je me suis adressée au ministère, j'avais envoyé mon livre Heureux comme un Danois. À l'époque, c'était Hollande. Il m'a répondu. Valls m'a répondu. J'ai envoyé à Blanquer. Il m'a pas répondu, mais son cabinet m'a répondu. Donc
ça varie un peu qui répond à quoi et comment. Mais j'ai quasiment toujours eu des réponses. J'ai envoyé le livre, le dernier, au Premier ministre danois, et elle a répondu. Enfin, le cabinet a répondu, mais elle a signé. Bon, enfin, ça, après, c'est ce que des signatures. Ça va à la signature, comme on dit. Scanner, oui. Ouais. Mais ce qui veut dire, il y a une différence d'ailleurs entre les Français et les Danois dans la façon dont ils répondent, ou on fonctionne pareil? En politique ou en général, est-ce que c'est vraiment des questions d'éducation? Alors j'étais étonnée. Alors, je pensais, c'est parce que j'ai mis le Danemark dedans, que les Danois répondaient mieux, mais en fait, finalement non. Il y a très peu de différences. Il y a des nuances où les Danois, ils vont mettre face à une réponse, ils vont mettre qu'ils sont plutôt humiliés, pas aimés. Alors drôlement, ils sont plus émotionnels. Les Français, ils disent qu'ils sont blessés face à une non-réponse. Donc ça peut varier un peu les mots que les gens emploient, mais globalement, non, on est très très proches. Ceux qui sont les plus à vif, c'est les Coréens du Sud qui prennent, parce qu'il y a cette question dans la culture asiatique, un peu de perdre face. Donc d'être ignoré, c'est humiliant. On parle de la non-réponse ce matin. Alors avec Patrick Soulaille. J'ai eu des difficultés avec Patrick Soulaille. Au début, je prononçais mal son nom. Donc sa mère m'a tapé sur les doigts. C'est pour ça que je la salue maintenant régulièrement. Mais il y a votre mère, Maline, qui vient de m'appeler. Et donc, en fait, ça, c'est pas Malène, c'est Maline. C'est bien son genre, mais oui. Maline Ridal, voilà, qui vient nous parler de son nouveau livre, qui est une étude. Je te réponds, moi non plus, aux éditions Flammarion. Plus de 3000 réponses dans plusieurs pays du monde, de gens que vous avez interrogés sur la non-réponse. Et finalement, j'ai vu une définition qui me plaît beaucoup sur le monde digital. Moins on peut se toucher, plus tout devient digital. Zoom, autre siècle, autres empreintes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, avec le confinement, on l'a vu d'ailleurs, tout devient digital. Oui, et puis du coup, ça devient de plus en plus important de comprendre les mécanismes dans notre communication à l'ère digitale. On est obligé de répondre à tout moment. Est-ce qu'on répond à tout? Donc les mêmes questions qu'on posait avant, mais du coup, pendant le confinement, les gens en plus n'avaient entre guillemets pas d'excuses parce qu'ils étaient chez eux. Donc supposé être disponible à répondre à tout le monde à tout moment. Et donc même dans les relations professionnelles, c'était compliqué parce que quelque part dans les relations de travail, s'ils ne répondaient pas, on dit je suis en réunion. Oui, la personne est à la maison, donc ils ne peuvent pas non plus être occupés. Alors qu'on a besoin de cette déconnexion et c'est extrêmement stressant d'être à disposition tout le temps, de devoir répondre à tout le monde à tout moment. Donc ça, c'est quand même, ça nécessite à la fois professionnellement que les managers en parlent, quel est le système et quel moment on répond et on répond pas. Et aussi entre amis. Moi, j'ai reçu pendant le confinement beaucoup de messages parce que les gens avaient le temps et du coup qui m'écrivaient des pages et des pages. Et ça fait plaisir, mais ça nécessite, si on veut... On en revient à la symétrie des attentions. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre oui, vu à un long message de... Et puis mes enfants et ma mère, et depuis 4 ans, voilà ce que je fais, etc. On est obligé de prendre une demi-heure, 1 heure pour dire, et moi, donc depuis 4 ans, voilà ce que je fais. Et alors que ça peut ne pas être l'activité, alors rien à voir avec la personne, mais auquel on a envie de répondre tout de suite. Et donc du coup, on se dit, ça me fait plaisir qu'elle va bien. Et du coup, on se dit, je vais le faire dans la semaine, et c'est là où la raison j'ai oublié entrevient. Parce que si c'est une personne avec qui on n'est pas en contact tout le temps, on va avoir tendance à oublier. Et la personne, forcément, qui a mis son cœur dans le courrier, va penser qu'on ne l'aime pas. Alors, c'est tout le principe du zéro inbox. Alors Patrick, comment la non-réponse est-elle vécue en fonction de la personnalité en process communication des gens? Alors, d'abord déjà merci. Moi, je suis très content d'être là, à côté de Maline. Moi, je le dis bien. Ouais, c'est important. Mais n'empêche que... Oui, mais... Merci, voilà. Qu'est-ce qu'il est faillot. En fait, vous en process com, vous êtes faillot. La base. Voilà. J'ai inventé une nouvelle personnalité, faillot. Ouais. Et je suis très fier de ça. Du coup, comment ça se passe? En fait, il faut savoir qu'on est tous atteints de ce qu'on appelle le lit de Procuste. Le lit de Procuste, c'est quoi? Le Procuste était un brigand dans la mythologie grecque. Et en fait, il plaçait des gens dans un petit lit et il découpait les membres qui dépassaient. Très sympa. Du coup, on fait toujours ça, nous. C'est-à-dire que on n'aime pas le vide et du coup, on trouve des raisons à ce qu'on ne comprend pas, à ce qui dépasse.
Donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Ce que Maline expliquait quand la personne qu'elle contactait, elle lui répondait pas. Elle lui répondait pas. C'est à cause du gâteau à la banane. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, quand en process, qui a un inventaire de personnalités, en gros, c'est un inventaire de 6 types de personnalités et on a une combinaison différente en nous. Et moi, ce dont je vais parler, à chaque fois, je vais parler de la base, pas de la combinaison différente. La base qui est le socle de cette combinaison. Et donc, on a 6 types de personnalités qui vont déterminer une base. Et le premier type de personnalité, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on est lié à des injonctions parentales. Donc, à des ordres un peu cachés. Et chaque type de personnalité est lié à une injonction. Et de là, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place un mécanisme de défense. Si je vous pose la question à l'envers, par exemple, est-ce qu'il y a un type de personnalité qui en a rien à faire, qu'on lui réponde ou pas ? Non, tous. D'accord. Donc, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Par exemple, le type. Même Booba. Si on lui répond pas, non, il va dire il s'en fout. Mais par exemple, Booba, il va le dire. Il va dire qu'il s'en fout parce qu'il est de type promoteur, qui veut être dans l'excitation, qui veut vivre une vie à 100 à l'heure, qui veut être le meilleur. Donc lui, son injonction parentale, c'est ne sois pas proche. Donc pour répondre à cette injonction, ne sois pas proche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va manipuler, il va mentir, il va séduire. Donc s'il a une non-réponse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à mentir et de toute façon, il va cacher ça. Il va dire de toute façon, moi, je m'en fiche. D'ailleurs, si je peux me permettre, dans le sondage, certains pays, dans la France, il y a une grande partie des gens, plus de 40%, qui disent quand même ça m'affecte jamais. Et donc ça me fait plaisir que Patrick il dit que c'est pas vrai, c'est mytho. Ça affecte tout le monde, tout le monde. Mais il y a une grande partie qui ont du mal à l'avouer. Mais parce que c'est inconscient en fait. Ouais. C'est l'injonction. On croit qu'on grandit, qu'on se défait de notre environnement parental, et au final, rien du tout. Si on prend par exemple le type travaillomane, c'est un type de personnalité qui aime la structuration du temps, les choses bien rangées, qui veut être reconnu au travers de son travail, lui, son injonction parentale, c'est « tu ne ressentiras jamais le chagrin ». Donc, quand il va avoir une non-réponse, il va rationaliser. Il va trouver plein de prétextes rationnels pour expliquer pourquoi il n'a pas eu la non-réponse et surtout pourquoi cette personne n'est pas de qualité. De toute façon, ça ne lui fait rien. D'accord. Donc, de toutes les manières, on a toujours ces mécanismes-là qui se mettent en place. Et ça dépend en fait de la base du type de personnalité. Si je prends le type empathique, que j'aime beaucoup, on sait pourquoi. Le type non, on sait pas pourquoi, Patrick. Parce que c'est des gens très gentils, qui ont une intuition extraordinaire, qui ont un ça flair. pourrait vous ressembler. Ça pourrait me ressembler. D'accord. Un peu chouïa, un tout petit peu. Du coup, le type empathique, c'est des types de personnes qui créent du lien entre eux et qui ont une intuition. Et en fait, eux, l'injonction parentale, c'est ne te mets pas en colère. Tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Donc, quand ils vont avoir une non-réponse, eux, vous le décriviez tout à l'heure, ils vont tout internaliser. Ils vont rien dire. Et comme ils n'arrivent pas à gérer la colère, on appelle ça un mécanisme de défense. Donc, ils vont se servir d'une émotion raquette. Ils n'arrivent pas à se servir d'une émotion. Une émotion raquette, c'est-à-dire qu'on change une émotion par une autre. D'accord. Donc l'émotion qu'on n'arrive pas à gérer, la colère, on va se servir de l'émotion tristesse qu'on arrive très bien à gérer. Donc on va se dire oh je suis pas bien, oh voilà, oh papa, puis j'ai dû faire quelque chose de mal. C'est l'histoire de la robe. J'ai dû faire quelque chose qui est pas bien. Mais sauf que vous avez arrêté de porter des robes, vous, Patrick. Moi, ça y est. Pour des tas de raisons. Ça, pour des tas de raisons qu'on n'évoquera pas ici. À moins qu'ils vous répondent 2 ou 3 jours après à vos messages. Non, mais en fait, moi, justement, avec vous, Philippe, vous savez. Non, oui. Je m'entraîne. Parce que du coup, parce que quand on est au courant de ça, on peut mettre des mécanismes de défense matures. Donc vous savez que c'est normal. C'est normal. Et que j'ai rien contre vous. Mais bien sûr. C'est le système des réponses. Oui, c'est mon système. Et je finis toujours par répondre. Je réponds. Voilà. Mais il faut juste savoir que c'est pas. Alors surtout pas immédiat. Alors là, jamais immédiat. Jamais. La base. Jamais. Ensuite, d'autres types de personnalités. D'autres types de personnalités. Donc, on a le type de personnalité persévérant. Lui, c'est un type de personnalité qui va être, qui va adorer, qui va voir le monde via les valeurs et les opinions.
il va toujours donner ses opinions. C'est quelqu'un, de toute façon, il vaut mieux le laisser donner son opinion parce que de toute façon, il vous la donnera quoi qu'il arrive. Donc, c'est un type de personnalité qui, lui, son injonction parentale, c'est ne fais pas confiance. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour gérer cette non-réponse? C'est la projection. De toutes les manières, la personne qui ne me répond pas, tout ce qu'il va ressentir, tout ce qu'il va penser de lui, il va le penser de cette personne. C'est une personne qui n'a pas de bonne qualité. Cette personne, de toute façon, elle ne sert à rien. Cette personne, en fait, elle va projeter toutes ses peurs sur cette personne. Donc, d'autres types de personnalités, il nous manque notre type rebelle qui est très marrant. C'est un type de personnalité qui, lui, son besoin psychologique, c'est l'amusement, le ludique. Tout ce qu'il va faire, c'est pour prendre du plaisir. Donc, lui, son injonction parentale, c'est ne grandis pas. Toi, tu ne grandis pas, tu restes, tu t'amuses. Donc, lui, son mécanisme de défense, comment il va pouvoir gérer ça, c'est qu'il va déplacer la responsabilité. De toute façon, cette personne qui me répond pas, c'est pas de ma faute. De toute façon, cette personne, voilà. Il va créer quelque chose pour se dire. Elle ne me mérite pas. Exactement. Elle est pas marrante. Elle est pas marrante. Chiant, elle est pas marrante. C'est pas bon. Donc tout ça pour dire que, pour rejoindre ce que disait Maline, c'est que selon nos types de personnalités, on va créer notre lit de Procus, ce monde interne en fait. On va projeter qui on est et ça on dit beaucoup des choses qu'on doit améliorer sur nous. Mais quand on va par là, le silence est une arme parfois aussi. Il y a ceux qui l'utilisent, on va dire de façon consciente. Oui, bien sûr. C'est ce que je décris, c'est que il y a aussi les cas où la non-réponse, c'est le temps d'une réflexion, où c'est d'envoyer un message à l'autre. J'ai pas apprécié la manière dont le message a été formulé. Donc, ça peut être utilisé aussi comme une arme ou en tout cas un moyen de communication pour que la personne réfléchisse, celui qui a envoyé, est-ce que j'ai envoyé quand même sur le bon ton ou est-ce que c'était clair? Et donc, ils peuvent éventuellement reformuler. Et à la fin, je parle aussi de ces non-réponses. Que tout simplement, il y a pas de réponse. En fait, une réponse de notre part déclenche une autre réponse de leur part d'une conversation qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, c'est souvent, peut-être avec des... Je donne l'exemple, et j'avais fait quelques interviews avec des gens sur des sites de rencontres, que la non-réponse sur des sites de rencontres, si on dit « j'ai pas envie de vous parler », la personne va répondre « mais pourquoi pas ?» Et donc, c'est de toutes les façons, à un moment donné, il y a une non-réponse. Après, il y a aussi le remerciement du remerciement. À partir de quel moment on arrête de répondre? Mais c'est moi qui te remercie, mais non, c'est moi qui te remercie. Oui, ou le message sans question. C'est-à-dire que je vous dis, Philippe, coucou Philippe, je passe des merveilleuses vacances au Danemark, regardez comme elle est belle, la petite sirène. Alors, si vous avez beaucoup d'empathie, non, je pense que je vais l'envoyer à Patrick, parce qu'il va me dire, c'est formidable, profites-en bien, mais vous pouvez vous estimer... Comme j'aimerais être avec toi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, cette photo de Maline, et pas... Il n'y a pas de question, elle me pose aucune question, donc je ne vais pas lui répondre. Et donc, ça, il faut juste un tout petit peu essayer de comprendre le profil qu'il y en a en face, donc, et puis peut-être pas spammer des photos à tout le monde. C'est la fameuse question que est-ce que dans les familles, il y a quand même une dizaine une personne sur 10 qui dit je réponds pas parce que je considère que le message est pas important. C'est par exemple notre maman qui envoie une fleur du jardin en disant qu'elle regarde les roses sont en fleurs. Et donc est-ce que c'est important dans notre journée cette fleur que notre maman nous envoie? Moi, j'estime que oui, parce que c'est ma mère et je l'aime et j'ai envie d'être en lien avec elle. Mais tous ces messages où c'est pas vraiment important pour notre existence, est-ce qu'on répond ou pas à ça? C'est une vraie question. Allez, au moins, il faut liker. Et au moins, il faut liker. Parce que liker, c'est répondre. Liker, mais justement, pas liker, c'est de ne pas répondre. Et donc, voilà. Oui, mais c'est tout le problème, parce que cette analyse-là est très dangereuse, très, très, très dangereuse. Et puis d'ailleurs, la confusion totale entre objet et relation, c'est-à-dire que est-ce qu'on like la photo ou la personne? Si vous publiez, Philippe, une photo moche d'un endroit que j'aime pas, donc je vais pas liker la photo parce que ça m'a pas plu, mais ça veut pas dire que je n'aime pas Philippe. Et donc cette confusion en permanence entre objet et relation crée beaucoup de malentendus et beaucoup de souffrance. Et donc c'est un vrai sujet. Mais quand on apprend
à disassocier ces deux choses, c'est-à-dire que je vais poser une question, il n'y a pas de réponse à la question, mais c'est pas un rejet total de la personne, de mon existence. C'est comme quand on demande un emploi. Oui, sur cette question-là, alors ça, après on peut discuter, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils répondent un peu mieux les sociétés, ne serait-ce que pour une question de réputation. Parce que les meilleurs aujourd'hui, ils ont renversé l'histoire, et les meilleurs talents, c'est eux qui ne répondent pas aujourd'hui. Parce qu'ils sont pris des années, des mépris de la part des entreprises. Ça, c'est important, ça. On est un bon programmeur et on a 4 offres d'emploi. Je te calcule pas. Je prends le meilleur, mais je réponds pas aux autres. Et donc ça, c'est pas ça que aussi c'est dangereux. Le ghosting, pourquoi ça s'est répandu? Parce que en fait, quand on a été obligé du ghosting, ça autorise d'une certaine façon de le faire aux autres. Et c'est violent. Moi, j'aimerais qu'on dise, je fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Mais bon, enfin, c'est violent parce que il y a tout l'imaginaire en plus. Et si sur le site de rencontre, c'est encore plus violent. Et là-dedans, ce mal-être, ces frustrations et tout ça. Si on n'en parle pas, ça va grandir parce qu'on est de plus en plus dans un monde digital. Le nouveau best-seller de Malin Ridal s'appelle « Je te réponds, moi non plus » aux éditions Flammarion. Merci Malin d'avoir été avec nous. Patrick le montre à la caméra puisque vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube, réécouter le podcast. Et Patrick, à bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous.